Le 8 novembre, une valise s'ouvre à Ouagadougou et tout bascule. Présentée comme investissement, elle expose 5 milliards de francs CFA destinés non à bâtir, mais à fissurer une loyauté militaire en quelques minutes. Pourquoi cette scène devrait-elle alerter chaque citoyen ? Et que révèle-t-elle réellement de la ligne rouge d'Ibrahim Traoré face aux méthodes d'ingérence contemporaines ? Une décision collective change l'équilibre. Cette analyse promet une chose simple. Comprendre comment une tentative de corruption se transforme en signal politique durable. Vous gagnerez un avantage clair, lire les mécanismes avant qu'ils frappent encore. L'enjeu dépasse l'anecdote, parce qu'il touche à la sécurité, à la confiance publique et à la capacité d'un État à apprendre sous pression sans se réfugier dans le silence. Ici, il ne s'agit ni d'héroïsation, ni de dramatisation, uniquement d'une lecture rigoureuse des faits disponibles, des enchaînements observables et des choix mesurables. 3 axes guideront la trajectoire. D'abord, la méthode des réseaux qui privilégient l'argent liquide pour accélérer des décisions individuelles. Ensuite, les failles ciblées au sein d'institutions soumises à une contrainte sécuritaire permanente. Enfin, la réponse qui transforme un piège en repère en documentant plutôt qu'en dissimulant. Un micro-suspense demeure. Si l'opération a échoué, que révèle-t-elle sur les prochaines tentatives ? Dès les premières heures du 8 novembre, une valise de 5 milliards de francs CFA n'est pas venue investir, mais infiltrer. Ce basculement immédiat transforme un soupçon diffus en preuve opérationnelle, parce que les soldats approchés jouent le jeu sans céder et documentent chaque échange. Ce détail est décisif. L'affaire ne se résume pas à un pot de vin manqué, elle révèle une méthode de pression calibrée pour agir vite. Depuis plusieurs semaines, des services burkinabés observent des mouvements jugés inhabituels autour d'officiers considérés comme stratégiques. Un individu se présente comme investisseur, fréquente des conférences, multiplie les prétextes économiques et installe une normalité rassurante. Sur le papier, le parcours paraît lisse. Dans les échanges captés, l'objectif se précise. Acheter une brèche dans une chaîne de commandement réputée loyale au président Ibrahim Traoré. La mécanique suit un schéma simple. Identifier des profils influents, promettre une somme immédiate, provoquer une instabilité éclair. L'argent liquide n'est pas un argument parmi d'autres. Il sert de raccourci temporel conçu pour éviter le débat et tester la fatigue institutionnelle. C'est précisément ce qui rend la scène de la valise si significative pour un citoyen ordinaire. Ce type d'ingérence vise moins à convaincre qu'à accélérer une décision isolée, capable de déclencher un effet collectif. Ibrahim Traoré devient alors, dans le récit, la ligne à franchir. Non pas parce qu'un homme résume l'État, mais parce qu'une loyauté mesurée autour de lui offre un point d'entrée au réseau. Pour comprendre la mécanique à hauteur d'homme, un exemple bref suffit. Un sous-officier accepte les rendez-vous, négocie les termes, relance quand il le faut, puis transmet aussitôt chaque détail à sa hiérarchie. En face, le faux investisseur croit manipuler un homme seul. Il ignore que chaque phrase devient une pièce à conviction jusqu'à l'instant où la valise s'ouvre. 2 figures structurent le récit sans chercher la lumière. La première n'est pas un héros individuel, mais un collectif, les militaires approchés. Pour la plupart jeunes, formés dans un contexte d'insécurité durable, ils connaissent la pression opérationnelle et la tentation des solutions rapides. Leur force n'a rien de spectaculaire. Elle tient à une discipline patiente, à la capacité de maintenir l'illusion et à une compréhension nette du risque systémique. Céder une fois, c'est ouvrir une brèche durable. La seconde figure est plus précise. Un sous-officier devient l'interlocuteur principal du réseau. Il accepte les rendez-vous, discute des termes, relance quand il le faut, puis transmet immédiatement chaque information à sa hiérarchie. Sa fonction est double. Nourrir la cartographie des intentions et rendre possible une intervention sans alerter l'agent. Face à lui, le faux investisseur conserve une attitude mesurée, persuadé de manipuler un homme isolé. Il ignore que chaque geste est observé et que chaque pression est analysée comme un signal. Les effets apparaissent très tôt. Une tentative de corruption se transforme en dispositif de preuve. La mécanique révèle une méthode récurrente.
l'usage de liquidités pour tester la porosité morale d'institutions sous tension. L'impact immédiat n'est pas l'arrestation en elle-même, mais le renversement du rapport de force narratif. Ce qui devait rester discret devient documenté. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré est moins un personnage central qu'un point de fixation politique autour duquel la loyauté est mesurée et donc ciblée. En une phrase, l'idée centrale est la suivante. Quand la discipline tient, l'ingérence perd son accélérateur. Avant le 8 novembre, tout paraît lent et presque banal. Un homme circule à Ouagadougou sous l'apparence d'un investisseur. Il assiste à des conférences, échange avec des cadres, évoque des projets économiques et des opportunités futures. Rien en surface ne ressemble à une opération hostile. C'est précisément l'intérêt du camouflage. Installer une normalité rassurante, créer des habitudes, puis déplacer la conversation vers la loyauté. Dans les échanges interceptés, la logique se clarifie. Il ne s'agit pas de partenariat, mais de seuil à franchir. Pas de délai, mais d'accélération. L'argent liquide s'impose comme l'argument central, présenté comme solution immédiate à des contraintes individuelles. Puis, le rythme change. Fin octobre, les signaux se resserrent. Les rendez-vous se multiplient autour de profils jugés influents. Des intermédiaires civils apparaissent, servant de relais discrets, rendant l'approche moins visible et plus crédible. Les montants évoqués cessent d'être abstraits. La promesse devient concrète, presque arithmétique, conçue pour couper court à la réflexion. Les services de renseignement croisent les informations, suivent les déplacements et confirment une intention claire. Provoquer une instabilité rapide en achetant une brèche dans une chaîne de commandement réputée fidèle à Ibrahim Traoré. À partir de là, l'État cesse d'observer passivement. Il organise. La phase de préparation est méthodique. Une cellule conjointe est activée, associant renseignements militaires, sécurité intérieure et forces spéciales. Le choix stratégique n'est pas de brusquer l'agent, mais de le laisser aller au bout de sa démarche. Il faut une preuve irréfutable, pas seulement une suspicion. Le lieu est choisi pour sa banalité. Un hôtel d'affaires du centre-ville, suffisamment ordinaire pour ne pas déclencher d'alerte. La surveillance devient continue, les communications sont suivies, les déplacements sont recoupés. Chaque minute compte, non parce que la scène doit être spectaculaire, mais parce qu'elle doit être incontestable. Le matin du 8 novembre marque le basculement. Les militaires approchés arrivent comme convenu. Ils discutent, relancent, feignent encore l'hésitation, maintiennent l'illusion avec une précision froide. En face, le faux investisseur se sent en terrain conquis. Il croit tenir un homme isolé, vulnérable, prêt à céder sous pression. À un moment précis, il pose la valise sur la table. Il l'ouvre, les liasses apparaissent. 5 milliards de francs CFA, alignés, prêts à acheter une décision. L'instant est bref, presque silencieux, mais il change le statut de l'affaire. Ce qui était soupçon devient certitude, ce qui était conversation devient preuve. L'intervention suit immédiatement. La porte s'ouvre, l'équipe surgit, 3 minutes suffisent. Aucun tir, aucun blessé. L'homme est maîtrisé, les documents sont saisis, les téléphones récupérés. La scène n'a rien de cinématographique, et c'est précisément ce qui la rend robuste. Elle est simple, vérifiable, documentée. Ce qui devait rester une transaction discrète se transforme en fait établi. Les heures suivantes produisent donc les premiers échos. L'enquête confirme que l'agent n'agissait pas seul. Des connexions mènent à des relais dans plusieurs pays voisins. Des structures civiles apparaissent comme façade possible. La valise change alors de statut. Elle n'est plus un pot de vin manqué, mais un outil de cartographie des loyautés. Le soir même, l'affaire circule. Le lendemain, Ibrahim Traoré s'adresse au pays, salue la vigilance des soldats et transforme une opération technique en signal politique durable, rendre visible pour dissuader, documenter pour empêcher la répétition. Avant le 8 novembre, la menace reste diffuse. Après, elle devient mesurable et comparable. Pour commencer, un chiffre s'impose. 5 milliards de francs CFA. Ce montant n'est pas un détail spectaculaire. Il matérialise une logique. Il est calibré pour agir vite, court-circuiter les médiations et réduire le temps de réflexion. Autrement dit, la somme sert d'accélérateur politique. Elle vise à transformer une décision individuelle en effet collectif rapide, sans débat, sans trace, sans délai. Le fait que l'argent soit saisi comme preuve inverse le rendement attendu de la corruption.
Ce qui devait être un levier devient une pièce à conviction, donc une information exploitable. Pour être clair, cette somme est conçue pour acheter vite, sans débat ni contrôle. Ensuite vient un autre repère. 68% de citoyens déclarant une hausse de confiance, avec un bond notable par rapport à la période précédente. Ici, le nombre ne décrit pas une opinion abstraite. Il capture un déplacement psychologique collectif après exposition publique d'une tentative d'ingérence documentée. La progression intervient après la visibilité des preuves, non avant. Cela compte, parce que cela suggère un mécanisme politique précis. La transparence, lorsqu'elle est crédible, peut réduire la place des rumeurs et stabiliser une perception d'autorité. Dans cette affaire, l'État ne demande pas une croyance, il montre une procédure. Le chiffre sert alors de proxy, non pour prouver une unanimité, mais pour mesurer un changement de climat social. Pour Ibrahim Traoré, l'intérêt n'est pas d'additionner des slogans, mais de transformer un fait saisi en langage institutionnel compréhensible par le public. Autrement dit, c'est un indice d'adhésion accrue après preuve rendue visible. Enfin, un troisième élément apparaît, une réduction de 18% des incidents armés dans la région centrale après la neutralisation du réseau. Ce chiffre doit être tenu avec prudence. Il ne prouve pas une causalité totale. Il signale cependant une corrélation temporelle intéressante. Un épisode de cohésion interne et de discipline opérationnelle peut coïncider avec un apaisement mesurable sur le terrain. Dans une zone où la pression sécuritaire est permanente, une baisse à court terme suggère que la stabilité politique, même fragile, peut produire des effets rapides, surtout si elle diminue les fractures internes recherchées par les réseaux d'influence. Dans cette lecture, l'enjeu n'est pas de promettre une résolution structurelle, mais d'observer la direction du mouvement. La tentative d'ingérence n'a pas déclenché l'effondrement immédiat attendu, elle a rencontré une résistance organisée. En clair, il s'agit d'une corrélation de court terme avec cohésion interne renforcée. Pris ensemble, ces trois repères dessinent une dynamique cohérente. L'argent, censé fissurer, devient preuve. La confiance, censée s'éroder, progresse après exposition des faits. La sécurité, supposée se dégrader pendant une tension politique, montre un apaisement mesurable. Le cœur de l'argument n'est pas que tout problème serait réglé, mais que la trajectoire observée contredit l'idée d'un basculement automatique. Une prudence demeure nécessaire. Ces indicateurs sont situés dans le temps et sensibles au contexte. Mais leur alignement construit un faisceau robuste. Une tentative de corruption échouée peut, lorsqu'elle est documentée puis exposée, produire un gain institutionnel mesurable. C'est ce passage du qualitatif au quantifié qui fait de l'épisode un cas d'école du Burkina Faso d'Ibrahim Traoré plutôt qu'un simple récit spectaculaire. Pour éprouver la solidité du récit, il faut d'abord formuler les critiques dans leur version la plus robuste, sans caricature ni raccourci. Deux objections structurent le débat et chacune mérite d'être prise au sérieux. La première objection concerne le coût économique et diplomatique. Des diplomates et analystes avancent un argument cohérent, une posture souverainiste affirmée, surtout lorsqu'elle s'accompagne de frictions avec des partenaires établis, peut réduire les marges budgétaires d'un État déjà contraint par l'insécurité. Aide suspendue, investissement ralenti, projet repoussé. Le risque serait de remplacer une dépendance imparfaite par une incertitude plus dangereuse. Dans cette lecture, l'épisode de la valise serait un pic émotionnel utile à court terme, mais sans garantie de stabilité à moyen terme, et donc sans traduction institutionnelle durable. La seconde objection concerne l'instrumentalisation politique. D'autres redoutent qu'exposer publiquement une tentative d'ingérence durcisse les positions, réduise l'espace de négociation et enferme l'État dans un récit de confrontation permanente. La souveraineté deviendrait alors un cadre rigide, moins apte à absorber des compromis nécessaires et plus vulnérable à l'usure institutionnelle. La valise servirait de symbole, mais aussi de justification possible pour resserrer le débat interne. La réponse la plus solide consiste à examiner ce que l'épisode rend mesurable après le 8 novembre, plutôt que d'en rester aux intentions. Trois éléments empiriques reviennent. D'abord, une confiance citoyenne déclarée en hausse, atteignant 68%, suggère que la visibilité des preuves renforce l'adhésion plutôt que la défiance. Ensuite,
une baisse de 18% des incidents armés dans la région centrale contredit l'hypothèse d'une déstabilisation immédiate. Enfin, la loyauté militaire, observée face à une incitation financière massive, indique que la chaîne de commandement n'a pas cédé sous pression. Ces indicateurs ne suppriment pas les risques économiques et ils ne prouvent pas une stabilité automatique. Ils déplacent toutefois la question, l'effondrement n'est pas inévitable lorsque la souveraineté est assumée et documentée. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une fin que comme un pivot. Le test décisif n'est pas l'arrestation, mais l'endurance institutionnelle qui suit. Jusqu'ici, l'affaire pouvait être lue comme une tentative de corruption avortée, spectaculaire mais circonscrite. Puis les documents saisis, les communications récupérées et les contacts révélés déplacent l'échelle d'analyse. La valise n'apparaît plus comme l'aboutissement du dispositif, mais comme son point de départ, un outil pour cartographier des loyautés, tester des seuils, mesurer des réactions institutionnelles. Ce renversement change la lecture stratégique. L'objectif n'était pas seulement d'acheter une décision, mais d'observer ce qui résiste, ce qui hésite, ce qui cède. Le récit décrit alors une mécanique plus large. Des relais transnationaux apparaissent. Des structures civiles servent de façade possible. Des flux présentés comme économiques prennent une fonction exploratoire. Chaque interaction devient un signal, chaque réponse une donnée. La corruption cesse d'être un acte isolé, elle devient un instrument de renseignement déguisé. C'est ici que la décision politique prend une valeur particulière. En rendant publiques certaines preuves, Ibrahim Traoré accepte un risque calculé. Il expose l'architecture plutôt que l'anecdote au prix de tensions diplomatiques prévisibles. Le gain recherché n'est pas l'effet immédiat, mais une dissuasion, transformer l'ombre en coup et rendre l'ingérence plus difficile à répéter. Les effets de l'épisode se lisent différemment selon les acteurs concernés, car une tentative d'ingérence ne frappe jamais un seul niveau à la fois. Elle traverse l'État, l'économie, la société et l'environnement régional en modifiant des équilibres déjà fragiles. La valise du 8 novembre agit comme un révélateur. Elle montre où la pression cherche à entrer et comment une réponse structurée peut limiter la propagation. Du côté des institutions publiques, l'impact est d'abord méthodologique. La tentative avortée transforme une vigilance théorique en protocole opérationnel reproductible. La coordination entre renseignements militaires, sécurité intérieure et forces spéciales devient une référence interne. L'arrestation n'est pas présentée comme un trophée, mais comme une preuve de capacité. Surveiller, documenter, intervenir, puis exposer une architecture plutôt qu'un simple fait divers. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré incarne un point de fixation politique, non pour personnaliser l'action, mais pour traduire un succès collectif en message d'État. L'ingérence n'est plus un soupçon, elle devient une méthode mise à nu. Pour les acteurs économiques, la conséquence est plus ambivalente. D'un côté, la visibilité de l'ingérence accroît la prudence. Un environnement où des flux financiers peuvent servir de levier politique pousse les entreprises et les intermédiaires à recalibrer leurs risques. D'un autre côté, les tensions diplomatiques et les suspensions partielles d'aides décrites imposent des arbitrages et ralentissent certains projets, notamment dans les secteurs extractifs. L'économie devient ainsi le lieu où la souveraineté se paie en décisions difficiles. Moins de fluidité à court terme, mais une clarification des zones grises et des partenaires, avec une exigence accrue de traçabilité. Pour la population et le tissu social, l'effet est surtout psychologique et narratif. Le chiffre de 68% de citoyens déclarant une hausse de confiance traduit un déplacement du regard porté sur l'État. La menace cesse d'être une rumeur abstraite. Elle devient une mécanique identifiable, rendue visible par des preuves. Dans les récits ordinaires, la valise circule comme symbole d'un refus collectif. Non pas un spectacle, mais une scène pédagogique. Le nom d'Ibrahim Traoré s'y insère comme traduction politique de cette séquence, sans effacer le rôle central des soldats. La souveraineté prend alors la forme d'une responsabilité partagée. Vigilance, refus des raccourcis et demande de traces. Enfin, sur le plan régional et auprès des partenaires, l'épisode agit comme un signal externe.
des pays voisins intensifiant les échanges sur les méthodes de contre-ingérence, tandis que certains cadres régionaux gagnent en densité. En parallèle, l'Union européenne et les États-Unis réévaluent des programmes, rappelant que la transparence a un coût diplomatique. Dans ce cercle, la valise ne sert plus à acheter des hommes, elle mesure l'élasticité d'un rapport de force entre consolidation régionale et pression internationale. Pris ensemble, ces 4 niveaux dessinent une propagation contrôlée. L'ingérence tentée produit l'inverse de son objectif initial. Elle renforce des disciplines internes, clarifie des choix économiques, resserre une cohésion sociale et reconfigure des lignes régionales. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, l'analyse ne propose pas des prédictions, mais 3 équilibres possibles entre pression extérieure, cohésion interne et capacité institutionnelle à apprendre d'un choc. Chaque scénario repose sur des mécanismes observables, non sur des intentions déclarées. Dans un scénario de base, le Burkina Faso maintient un cap souverainiste sans rupture brutale. Les réflexes de contre-ingérence nés de l'épisode du 8 novembre s'installent comme routine. Coordination plus rapide, documentation systématique, vigilance accrue autour des approches économiques suspectes. Les tensions diplomatiques persistent et certaines aides restent suspendues, imposant des arbitrages budgétaires et une priorisation stricte des projets. La stabilité tient, mais elle demeure étroite. Elle dépend de la discipline interne plus que d'un apaisement externe. Dans un scénario favorable, l'élan initial se convertit en règle durable. Les audits et la traçabilité cessent d'être des réponses d'urgence pour devenir des pratiques ordinaires. L'armée renforce une culture d'éthique préventive, l'administration consolide le contrôle des contrats sensibles et la diversification des partenariats progresse de façon pragmatique. Les accords activés privilégient des domaines concrets, formation technique, agriculture, énergie, plutôt que des annonces symboliques. Le bénéfice principal n'est pas seulement financier, une confiance publique stabilisée réduit l'espace disponible pour les réseaux d'influence et rend l'ingérence plus coûteuse. Dans un scénario difficile, la pression extérieure se durcit et rencontre des fragilités structurelles. Les aides suspendues pèsent sur les programmes sociaux, l'investissement ralentit et l'usure institutionnelle apparaît. Les réseaux adverses reviennent avec des méthodes moins visibles, plus patientes, cherchant l'érosion plutôt que la rupture. La tension se lie alors moins dans les casernes que dans l'économie quotidienne, et la capacité de l'État à maintenir ses standards de vigilance sur la durée. Une recommandation de méthode s'impose. Plutôt que de raisonner en alliance figée, raisonner en capacité adaptative. Si un choix public est mis sous pression, quelle résilience renforce-t-il? Et quel angle mort laisse-t-il ouvert? C'est cette discipline qui peut transformer un choc en trajectoire. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré reste un repère politique, mais la variable décisive demeure collective, la constance institutionnelle. Au-delà des institutions et des équilibres géopolitiques, l'épisode touche des cercles plus proches, là où le risque se lie dans la vie ordinaire. Pour une première catégorie, celle des citoyens confrontés à une insécurité diffuse, la valise agit comme une image pédagogique. Elle rappelle que la menace ne se présente pas toujours sous une forme brutale. Elle peut entrer par une promesse, un rendez-vous discret, un discours d'aide sans transparence. L'effet décrit n'est pas la peur, mais la lucidité. Reconnaître qu'une influence se teste souvent avant de s'imposer. Pour une deuxième catégorie, les communautés locales, l'affaire fonctionne comme un récit commun. Dans les quartiers et les villages, l'histoire circule comme une scène fondatrice. Des soldats ont tenu, donc une cohésion est possible. Ce récit ne gomme ni les difficultés économiques, ni les frustrations quotidiennes. Il installe toutefois une idée opérationnelle. La protection de l'État n'est pas seulement une affaire de discours, mais de comportement collectif, fait d'attention et de refus des raccourcis douteux. Une troisième catégorie concerne celles et ceux qui travaillent dans des associations, entreprises ou structures exposées à des financements. Le récit introduit ici une exigence simple. Demander des traces. D'où vient l'argent? À quelles conditions? Avec quels intermédiaires? Et avec quels objectifs implicites? 2 gestes concrets émergent sans dramatisation. D'abord, documenter systématiquement les partenariats sensibles, même lorsqu'ils semblent anodins. Ensuite, mettre en place des habitudes de vérification interne
avec des règles de transparence claires afin que l'urgence ne serve pas de porte d'entrée. Dans ce déplacement, la souveraineté cesse d'être un mot lointain. Elle devient un ensemble de pratiques quotidiennes qui réduisent en fait la surface d'infiltration. Le symbole de la valise n'est pas une invitation au soupçon généralisé, mais une invitation à la méthode. Exiger des preuves, ralentir quand on veut accélérer et protéger les décisions collectives. Après le 8 novembre, la réponse décrite n'est pas une célébration, mais une méthode destinée à empêcher la répétition sous d'autres formes. L'objectif est de transformer une réussite ponctuelle en architecture durable, avec des responsabilités claires et des critères de suivi explicites. Dans cette logique, Ibrahim Traoré devient un repère politique, mais la solidité dépend surtout de procédures qui survivent aux émotions. Dans l'immédiat, il s'agit de renforcer le renseignement opérationnel, rapprocher informations civiles et militaires afin que les approches économiques suspectes ne restent plus isolées dans des silos. Le progrès se mesure par la rapidité de détection, la qualité de la documentation et la réduction des accès non autorisés aux communications sensibles. Sur 12 mois, il s'agit d'assainir les zones grises économiques, réviser les contrats exposés, notamment dans les secteurs miniers et énergétiques, avec un principe directeur, limiter l'opacité qui rend l'ingérence rentable. L'indicateur n'est pas l'annulation massive, mais l'amélioration de la traçabilité et la visibilité accrue des revenus souverains dans le budget. Dans la durée, il s'agit de rééquilibrer la diplomatie par la diversification. Multiplier des partenariats concrets hors dépendance traditionnelle sans promettre de substitution miraculeuse. Le succès se lie dans l'activation réelle des accords en formation, agriculture ou énergie, plutôt que dans leur annonce. À moyen terme, il s'agit d'ancrer la vigilance dans l'éducation civique, introduire des modules centrés sur responsabilité collective et indépendance, pour transformer un slogan en compétence citoyenne. Enfin, il devient nécessaire de mesurer la résilience, construire un indicateur composite combinant autonomie économique, sécurité interne et confiance populaire, afin de suivre les progrès et d'identifier les fragilités. La logique est simple, rendre l'ingérence plus coûteuse en organisant la vigilance et rendre la vigilance durable en la mesurant. Des semaines plus tard, ceux qui ont participé au dispositif évoquent moins l'arrestation que le silence. Un silence dense, posé dans une chambre d'hôtel ordinaire au moment précis où la valise s'est ouverte. Le sous-officier déjà mentionné raconte surtout l'instant intérieur où la mission a changé de nature. Il ne jouait plus un rôle technique. Il tenait une frontière morale. Dans cet intervalle bref, l'argent cessait d'être une somme. Il devenait une question adressée à l'uniforme, à la loyauté, à ce qui ne se négocie pas. Quelques jours après, l'image revient, austère, une table, des liasses qui n'y sont plus. Ibrahim Traoré se tient face à ce lieu vidé de son piège. Le geste n'a rien de théâtral. Il sert de rappel. Ce qui compte n'est pas l'homme, mais la décision collective qu'il incarne à cet instant précis. Celle de ne pas céder, de ne pas accélérer, de ne pas vendre. L'honneur ne s'achète jamais. Le motif se referme là où il avait commencé. Une valise conçue pour fissurer révèle finalement ce qui tenait déjà. Une discipline ordinaire, capable de dire non sans bruit et de transformer une épreuve en repère durable. L'affaire s'est refermée sans triomphalisme, mais elle laisse une interrogation plus large que l'arrestation elle-même. Que construit un pays après avoir refusé d'être acheté? La valise, devenue symbole, rappelle que la souveraineté n'est ni figée ni abstraite. Elle se façonne dans des choix quotidiens. La transparence des engagements, la discipline des institutions, la traçabilité des flux et l'attention portée au récit qui cherchent à déplacer un centre de gravité national. Pour l'observateur, l'invitation n'est pas d'applaudir, mais d'examiner avec rigueur. Quels signaux faibles reviennent? Quelles zones d'opacité persistent malgré l'exposition publique? Quels coûts externes s'ajoutent et quelles pratiques internes renforcent réellement la résilience? Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme un repère politique, mais l'enjeu ne se réduit pas à un nom. Il concerne la capacité collective à transformer une épreuve en trajectoire, sans se refermer ni se dissoudre. Selon vous, quelles conditions permettent à une souveraineté de durer sans se transformer en isolement ?